Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Docteur Frédéric, avec un C, Lambert. J'espère que vous vous portez bien. Ici, tout est cool. Plein de concerts comme d'habitude. J'aimerais tous vous les annoncer. Une tournée aussi à Vancouver, mais je vous invite à suivre la page Facebook ou encore l'Instagram ou aller sur le site internet du Quatuor Molinari si vous êtes curieux de me voir sur scène en train de jouer de la musique plutôt que de discuter. Ça fera un changement de me voir dans un silence de parole, mais m'exprimer avec mon alto et avec mes amis du Quatuor Molinari. Alors, je vous invite à aller regarder toutes ces fameuses dates. Aussi, pour les nouveaux, ceux qui sont ici pour la première fois, eh bien, je vous encourage évidemment de vous abonner soit à Apple Podcast ou Spotify, faire peut-être même une petite évaluation pour dire qu'est-ce que vous aimez de cette émission, pas nécessairement tout ce que vous aimez pas. Mais ça aussi, vous pouvez m'écrire, ça me ferait plaisir. On a une page Facebook que vous pouvez vous abonner, la prescription avec Dr. Fred Lambert. Comme ça, vous pouvez suivre les actualités, tous les trucs qu'on sort à chaque semaine. Cette semaine, une réalisatrice, mais aussi une auteure, quelqu'un qui est auteur de romans, mais aussi de théâtre et de toutes sortes de projets. On a eu de la difficulté à se rencontrer. Elle est très occupée. Je suis aussi occupé parce qu'en passant, c'est ça, le podcast, c'est selon l'horaire des gens. C'est sur une base volontaire. Si vous connaissez peut-être pas le concept du podcast, les gens viennent gratuitement discuter avec moi. Et on y va selon les disponibilités. Et on a réussi à se rencontrer en début janvier. Et ça donne quelque chose d'assez chouette. Je suis pas mal content de l'avoir rencontrée. Et laissez-moi vous la présenter, la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette. Née en 1979, artiste pour la paix en 2012, Anaïs Barbeau-Lavalette a réalisé plusieurs longs-métrages documentaires maintes fois primés, dont Les Petits Princes des Bidonvilles, Si j'avais un chapeau, Les Petits Géants et Se souvenir des cendres, qui suivait l'aventure du film Incendie de Denis Villeneuve et remportait le Gémeaux du meilleur documentaire, ainsi que Le Plancher des Vaches. Elle réalise 3 films de fiction, Le Ring, Inch'Allah et La déesse des mouches à feu, dont la sortie aura lieu en 2020. En 2020, elle tournera l'adaptation du roman Chien blanc de Romain Gary. Elle est l'auteure des chroniques de voyage Embrasser Yasser Arafat, du livre pour enfants Nos héroïnes et des romans comme Je voudrais qu'on m'efface et La femme qui fuit, qui a connu un grand succès critique et populaire. Voici ma conversation avec Anaïs Barbeau-Lavalette. OK, vous êtes allé après la pluie. Ouais, non, Vous êtes allé où? on était au jardin botanique. Ah, moi, je l'ai jamais essayé, ça. J'ai jamais essayé. Moi, j'habite proche de Mont-Royal. Bon, c'est toujours un peu ma destination, là. La traque de chemin de fer, c'est collé sur Ah oui. chez nous. Fait que ça, j'y vais. C'est facile, ça prend pas de temps. Cool. OK. Écoute, si tu veux, mais sois bien à l'aise. Il y en a qui aiment pas ça mettre ça. T'en as pas besoin. C'est juste moi qui regarde les niveaux, là. OK. Donc, et finalement, on se rencontre. Mais en fait, c'est pas vrai qu'on se rencontre. On s'est déjà croisés une fois. Il y a longtemps. C'était intéressant, les premières impressions. Je t'avais croisé sur Mont-Royal. Non, sur Laurier-Est. OK. Et j'étais avec mon ami Stéphane Lafleur. Puis là, on prenait une marche. Puis là, on t'a croisé, il t'a parlé. Puis tu sais, on a à peine parlé un peu. T'avais tes enfants qui étaient assez en bas âge. OK. T'étais... mais Des cerfs. puis moi... non, mais c'était intéressant parce que moi, j'avais pas encore d'enfants à ce moment-là. Là. Maintenant, j'en ai 2. Et je pense que là, t'en avais 2 à ce moment-là. OK. Et t'étais relax. Il y avait pas de problème. T'avais l'air, puis là, tu parlais, les enfants faisaient... T'as des garçons, hein, je pense, c'est ça? 2 gars, une fille. Un gars, une fille? 2 gars, une fille. 2 gars, une fille. Puis Ouais. la fille, c'est la dernière? Ouais. C'est ça, donc c'était les 2 garçons. Les 2 garçons qui bougeaient, tout ça. Tu nous parlais, ça gravité autour, puis je me souviens d'avoir été bien impressionné. Je me disais, wow, je dis, si un jour je suis parent, j'aimerais ça être capable
d'avoir ce contrôle-là de moi-même. C'est ça. Que tu sois le soleil Ouais. dans la constellation. Un Il peu. est gros, genre. Tu sais, Ouais, il prend la ouais, place, mais il se laisse pas trop déstabiliser. Non, mais l'image était pas pire parce que, ben là, peut-être tu veux pas que je dévoile ça, mais tu avais une petite cigarette rouleuse, je pense, que t'avais sur le bord du bec. Tu fumes ça encore? Tu fumes ça encore? Oui, mais vieille rouleuse qui dépasse de À toi? OK, donc j'avais pas imaginé. C'était vraiment une rouleuse sur le bord du bec, faisait chaud. T'étais en camisole, il y avait pas de tu sais, c'était comme... Puis moi, j'ai pas d'enfant, j'étais plus stressé que ça. Bon, tu sais, je trouvais ça l'image parfaite. Et quelques années plus tard, je t'avais écrit en 2017 parce que j'avais acheté une œuvre de ton grand-père. Oui. C'est ça. Okay. Puis que j'avais pas mis dans un petit encadre comme ça. Puis c'est la première fois que j'achetais une œuvre. Et quand je suis allé chez l'encadreur, parce que c'était vraiment mal encadré, c'était épouvantable. On a tout arraché. Puis et là, lui, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai pris des photos. Parce que quand je l'avais acheté, il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien, même que l'information était pas bonne. Ça disait ça disait huile, mais c'était de l'encre. Finalement, il y avait une date, Paris, France, un numéro dessus, tout ça. Puis là, j'étais comme, ah. Puis tu m'avais donné les références de Ninon, qui était la conjointe, et de Marcel. Et finalement, elle et moi, on s'est mis à faire de recherche, et j'étais allé au fond de recherche, ici à l'UQAM, au fond de recherche de Marcel Barbeau, pour finalement découvrir un titre, une historique de tout ça, où est-ce que c'est écrit. Finalement, j'ai une petite mine d'or pour définir ce petit morceau d'art. Puis c'était la première fois que j'achetais une œuvre d'art, en plus, de toute ma vie. Bon, ouais, c'était cool. C'était une aventure. Tu te rappelles-tu du titre? Estérel. Estérel. Fait qu'il a peint là-bas à Estérel. Oui, Estérel. C'est ça. Non, il l'a peint à Paris. Il a peint à Paris, il a trimballé le fleuve avec lui. Oui, il a trimballé, ça lui inspirait ce titre-là, apparemment. Puis, parce qu'il habitait là un petit bout. Il y avait un moment, c'est ça. À Paris, puis à Estérel. C'est ça. Et l'œuvre s'appelle Estérel. Bon, tu sais, j'étais comme... puis même Ninon était comme, oh mon Dieu. Puis elle se rappelait, elle dit ça, c'était dans une période où est-ce que il donnait un peu des cours d'art là-bas à des jeunes, à des enfants de dignitaires, ou je sais pas trop, là, tu sais. C'était 1972, en fait. Okay. Donc, c'était ça. En tout cas, bref. J'étais bien content. De retracer de tracer tout ça. Puis en même temps, c'est toujours intéressant. Puis, tu sais, je l'avais acheté juste parce que j'aimais l'œuvre, parce que je la trouvais belle. Puis là, par après, je me suis intéressé. J'ai regardé les films de ta mère, j'ai lu tes livres. Puis là, je me suis embarqué dans votre famille par... Ben, je suis pas le seul, d'ailleurs. Plein de gens ont embarqué dans votre famille, tu sais. Ben oui, fallait, j'ai un peu prêté le flanc à ça, là. J'étais un peu coupable, là, c'est un peu de ma faute. Ben, t'es coupable, mais en même temps, moi, tu vois, mettons, avec ma famille, les Lambert, on est très discrets. Ma sœur, moi, ben, discret, non, c'est pas vrai. On est super loud quand on parle avec des gens, mais sur notre relation familiale, on est quelque chose qu'on garde pour nous, tu sais. Mais quand on réussit à en parler publiquement, tu sais, c'est sûr que ta mère l'avait déjà fait avec les films. Toi, t'as vu ça. Est-ce que c'est un peu ça la pointe le début de ta démarche? Parce que tu puises énormément dans ta vie, dans tous les projets que tu fais. Est-ce que c'est ça la ligne de base? C'est de se regarder dans le miroir puis après de faire OK, on va où avec ça? Non. Je pars pas de moi, mais je pars d'une absolue recherche de vérité. Puis, veux pas, si je veux que mon élan soit entièrement senti, il y a des racines personnelles. Mais j'ai jamais eu l'intention de parler de ma famille ou de mettre ma famille à l'avant. Au contraire, même, je te dirais, je suis plutôt très, très pudique. L'idée, c'est vraiment pas de... Tu sais, c'est un accident, la femme qui fuit, là. C'est mes films d'avant. Tu dirais, ouais. Tout ce que j'ai fait avant, ça partait pas de quelque chose d'aussi intime. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé dans ma vie, là, c'est personnel dans le sens où, bon, j'avais fait des films, Le Ring, Inch'Allah, ça se passe à Hochelaga Maisonneuve, la Palestine, c'est tous des sujets qui m'intéressent, ou des gens que j'ai côtoyés et à Hochelaga et en Palestine que j'ai rencontrés, que j'ai connus. Donc, je me donnais la permission de parler un peu pour eux et avec eux à travers ces films-là. Mais c'était pas mon histoire, c'était pas serré avec ce qui me définit. Pas à ce moment-là, mais tu sais, après, quand on regarde certains romans, tu sais, La femme qui fuit, Femme fleuve, Femme forêt. Ben, c'est ça, mais ça, c'est une trilogie, on peut dire ça comme ça, là. J'ai pas écrit en partant en me disant ça va être une trilogie, mais La femme qui fuit, c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais enceinte de ma fille, donc mon troisième enfant, qui voulait arriver très, très vite. Puis le deuxième est né dans la voiture, je le raconte dans Femme forêt. Là, il est né très, très vite, Ulysse, mon deuxième. Fait que le médecin m'a dit, tu bouges pas, tu restes immobile. Puis c'est très difficile pour moi d'être immobile, comme je...
Puis, et je pouvais ni aller à Hochelaga, ni aller en Palestine. Je me suis demandé à qu'est-ce que je fais de ces mois-là qui me restent immobiles avec un enfant qui pousse dans mon ventre. Puis, il y a eu cette espèce de fantôme de Suzanne Meloche qui est revenu. OK. La grand-mère absente. Puis c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à tricoter La femme qui fuit, mais en me disant ça va intéresser ma mère et moi. Point barre, tu sais. Fait que cette espèce d'entrée-là, tu sais, j'avais déjà écrit « Je voudrais qu'on m'efface » sur les enfants de Hochelaga Maisonneuve, mais cette entrée-là dans l'univers de la littérature puis dans mon histoire personnelle, c'est accidentel, c'est grâce à mon enfant, c'est grâce à ma fille, en fait. C'est elle qui l'a amené. C'est elle qui l'a amené, qui m'a fait m'intéresser à la lignée féminine, qui m'a ensuite rapproché de ce qui est féminin en moi, qui m'a donné envie d'écrire Femme forêt, puis après Femme fleuve. Donc, tu sais, c'est des beaux dominos, pas nécessairement conscients, dans le fond. Mais comme tu disais, j'essaie de, justement, au contraire, essayer de tamiser un peu tout ça, mais quand on se met à se regarder justement, puis à regarder justement le passé de nos racines, si on peut dire ainsi, c'est quand même, ça doit quand même être difficile, ça doit quand même être confrontant. Ça l'était pas où c'était, justement, en plus t'étais enceinte, c'était dans une période où est-ce que en tout cas, à regarder ma blonde, ça avait l'air d'un moment extraordinaire, paisible pour elle, en tout cas, du moins, là, ses grossesses ont été des beaux moments. Mais des fois, tu replonges dans ces vies antérieures. Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était... C'est ça, je suis un peu curieux. Là. Par rapport à La femme qui fuit, principalement? Ouais, ben là, oui, parce que là, c'est parce qu'on en parle là. En fait, c'est même pas c'est pas la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui. Je voulais parler de nos fleurs, mais tant qu'à être là, on peut en parler. Oui, c'est ça. Je m'étais fait la promesse que si j'écrivais La femme qui fuit, ce serait joyeux et léger et jouissif. Fait que ça a été ça. J'ai eu du plaisir à plonger dans les mots, dans la langue, à imaginer ma grand-mère comme une vivante, comme la femme qu'elle était, que j'ai jamais connue, donc. Fait que, oui, ça a été... J'en garde un souvenir de joie profonde, même si les moments graves, j'ai pas pu me sauver, là, tu sais, l'abandon des enfants, c'est tough à écrire, c'est resté tough à écrire, mais le moment était souverain, je te dirais, dégagé de sa tragédie. OK. Cool. Mais regarde, tant qu'à faire, allons, je venais de mentionner Nos fleurs, parlons de Nos fleurs. C'est un livre que j'ai acheté quelques fois. Que j'ai offert en cadeau. D'ailleurs, cette copie aujourd'hui, je vais la faire signer pour ma belle-mère parce que elle ne vit que pour ça. Son jardin, ses fleurs, elle va tellement être heureuse d'avoir une copie. C'est vraiment un bel objet. Je suis impressionné. Je connaissais pas Mathilde 5. Comment on le dit bien? Mathilde 5 mars. 5 mars, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, c'est ça. Et comment est venu ce projet-là? Ah ben en fait, j'avais déjà publié Nos héroïnes avec Mathilde 5 mars, qui est un album illustré sur les grandes figures féminines de l'histoire du Québec. Puis là, en fait, c'est assez drôle la façon dont Nos fleurs est arrivé, c'est que, tout le monde a traversé cette pandémie et ses nombreux pointillés. Nous, on s'est isolés à la maison de campagne pendant presque 1 an, à 2 familles, dans une vieille cabane. Non, où il y a plein d'insectes, puis des bébites, puis beaucoup de vie. C'est une maison extraordinaire, mais elle date de 1880, fait elle est toute vieille, tout au milieu d'une immense forêt, que je connais bien parce que c'est ça, mes parents ont une maison voisine que j'habite à temps partiel depuis mes 10 ans. Puis tardivement, avec des amis, on a acheté la maison de... Ah, vous avez fait ça, acheter avec des amis? En gang, en fait. Ce qui fait que... Ça marche, ça. Moi, combien de fois je me suis fait proposer ça, puis j'ai toujours un peu peur d'acheter en groupe, parce que ça doit être compliqué pour partager l'espace, tout ça. Vous autres, vous avez réussi à faire ça assez paisiblement? Ben, nous, ça fait plusieurs années qu'on est à 9, en fait, 2 familles. Donc, nous 5, puis ma meilleure amie, puis ses 2 enfants, puis son chum. Fait que... Wow. Mais là, pendant la pandémie, on a été donc presque 1 an avec 5 enfants de 3 à 10 ans, puis 4 adultes, avec une maison fissurée où il y a des coccinelles et beaucoup d'animaux, puis des cours à donner aux enfants. Donc, j'en arrive aux fleurs dans le sens où, j'ai d'abord écrit Femme forêt suite à cette année de pandémie-là, où est-ce que c'est ça, en cocon avec ce qu'il y a de très, très beau dans le sens où on réinvente l'apprentissage. Si on nous disait il faut enseigner aux enfants parce qu'il manque l'école,
sais, moi, je vais pas leur enseigner les maths, c'est pas vrai, là. Fait qu'on se divisait les tours de classe, puis moi, je me suis penchée sur ce qui pousse autour. Grâce à leur curiosité, j'ai appris le nom de tous les arbres, de toutes les fleurs, de toutes les plantes que je côtoie depuis tout petite, mais qui pour moi formaient un bloc Mais que de la nature. Mais tu connaissais pas nécessairement encore tous ces noms-là. Je les côtoie, mais je les connaissais pas, tu sais. C'est à partir du moment où tu décortiques ce gros bloc nature en 1000 identités que tout à coup, tu te dis, mon Dieu, c'est vaste, puis c'est bien plus compliqué que je pensais, puis c'est bien plus fascinant que je pensais. Ouais. Fait que grâce à eux, en fait, c'est vraiment par l'intermédiaire des enfants on partait les pieds dans la neige au début de l'éclosion des premiers bourgeons, à commencer à nommer tout ce qui pousse. Puis eux, c'est des éponges, donc ils apprenaient très, très vite. Puis on revenait à la maison, puis on décortiquait tout ça. Puis donc j'ai d'abord écrit Femme forêt, qui est un roman pour adultes, mais en me disant, il me reste l'album qui nous permet d'identifier les fleurs, mais qui raconte aussi leur histoire, leur mythologie. Puis c'est ça, nos fleurs, en fait. C'est comme le ricochet d'après Femme forêt, qui est plus mon rapport au territoire, puis mon apprentissage de la langue du territoire. Puis là, c'est ce qui me restait à faire. En fait, j'avais envie d'une rencontre avec les fleurs qu'on côtoie, qui soit à la fois poétique et didactique. Tu sais, je pense que les enfants et les parents peuvent reconnaître les fleurs avec le livre parce que l'illustration de Mathilde nous permet de les reconnaître, mais en même temps, c'est des fleurs personnages. Donc, elle a illustré chaque fleur avec un visage soit de femme, soit d'homme, soit d'adulte, soit de vivant, en tout cas. Puis moi, j'ai écrit des textes, donc, qui sont au jeu, en me mettant dans la peau de la fleur, ce qui était extraordinaire à faire. J'ai adoré faire ça. Donc, c'est ça. C'est à la fois le fun à lire pour des adultes. Et moi, je les ai lus avec mes filles. Ça passe super bien. Mes filles ont 9 et 6 ans. Puis, oui, ça passait en masse. Ben, tant mieux, c'est ça. Puis après ça, j'ai l'impression que l'œil s'aiguise. Si tu te promènes, puis ah oui, OK, ça, c'est du mélilo, parce qu'il y en a en ville aussi, là, de toutes ces... La plupart de ces fleurs-là poussent partout, là. Ah, c'est très cool. Puis, en plus, c'est un beau cadeau pour une illustratrice, tu sais, de se lancer là-dedans, dans cette idée-là. Comment ça marchait, votre échange? C'est toi qui... Mathilde, en plus, elle est botaniste. C'est pas seulement une illustratrice extraordinaire, mais elle tripe sur les fleurs. Puis les plantes, c'est sa vie, là. Elle habite en campagne. Puis, OK. Puis la façon dont on a procédé, c'est un peu à l'envers. D'habitude, tu sais, les textes sont écrits, puis l'illustratrice sont... Ouais, c'est ça. Là, c'est l'inverse. Elle a fait beaucoup de dessins, puis elle me les a envoyés. Ce qui est très beau, c'est que ce que j'avais envie de raconter sur les fleurs était présent dans le dessin. Tu sais, on avait vraiment le même lien aux fleurs puis aux plantes. Puis encore là, tu sais, c'est important de dire que c'est pas une espèce d'ouvrage encyclopédique dans le sens où c'est des kicks, c'est des espèces de coups de foudre pour des fleurs qu'on aime. Il y aurait pu en avoir 1000 autres. Il y en a qu'on a choisi, d'autres qu'on n'a pas choisi, mais c'est vraiment parce qu'on a des histoires reliées à certaines des fleurs. On a tout un rapport intime à certaines fleurs sans nécessairement qu'on s'en rappelle. Mais tu sais, fait que ces histoires-là sont dans le livre aussi. Tantôt, je te disais, je parlais de ta famille, on parlait d'essayer d'écrire sur toi, sur ta famille. Mais là, tu vois, encore une fois, hein, avec la pandémie, t'as réussi à faire, t'as fait Femme forêt. Là, ici, avec les enfants, on dirait que tu réussis à maximiser tout ton temps personnel et de t'en inspirer pour faire quelque chose d'artistique. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant. En fait, j'ai dit à des amis il y a pas longtemps, je disais, bientôt je vais rencontrer Anaïs pour un podcast. Tout le monde me disait le même commentaire. Pourrais-tu essayer de savoir comment elle fait pour tout embarquer là-dedans, puis d'avoir une aussi grosse production. T'as quand même quand on se met à regarder ton catalogue artistique, parce que on peut dire, oui, je pourrais dire tes films, non, mais c'est un catalogue artistique de différents styles d'art. C'est une grosse pile. Moi, ça me fascine un peu, là, l'organisation, en plus, les 3 enfants, tout ça. Moi, je me considère productif, mais là, quand je me mets, évidemment, il faut pas toujours regarder les autres, mais quand j'ai commencé à monter ton dossier puis à regarder, j'étais comme, mais mon Dieu, c'est étourdissant, mais c'est cool en même temps parce que c'est toutes des bonnes choses que tu fais. Mais comment ça marche dans ta tête? Y a-tu un truc, t'es-tu d'une sévérité organisée, en fait, précise? J'aime ça. J'ai tellement pas de réponse concrète à donner à ça parce que je sens pas que je travaille beaucoup, tu sais, dans le sens où j'ai pas un rapport au travail.
mon rapport au travail est très joyeux. Fait que oui, je suis assidue puis rigoureuse. Tu sais, mettons, quand j'écris, je suis disciplinée, tu sais, mais j'adore ça. Fait que je peux me lever très, très tôt, puis, tu sais, j'ai une capacité de travail, je pense, assez grande, en condensé. Je sais qu'il faut que... J'ai du mal à être à moitié présente dans différentes sphères de ma vie. Si je suis avec mes enfants, je vais être complètement avec mes enfants. Si j'écris, je vais être complètement en train d'écrire. Donc, souvent, il faut que je m'extrais de ma vie. Je m'en vais en semaine d'écriture, mettons une semaine. OK, tu t'isoles. Je m'isole, mais cette semaine-là, elle vaut 1 mois de présence, de qualité de présence, tu sais. OK. Si je vais me lever à 4 heures du matin, j'allume ma bougie. La façon dont j'écris, c'est pas que j'écris vite, c'est que ma présence au texte, mon rapport à la création va être tellement entier que quand je reviens, c'est ça, je suis une meilleure mère, puis je suis une meilleure amoureuse, puis c'est comme c'est tout est... Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être une partie de la réponse. Après ça... Mais comme tu dis, quand même discipliné, hein? Oui, c'est quand même, c'est présent. Avec plaisir, mais... Tu viens de dire 4 heures du matin, il y a une discipline. C'est ça. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Oh, ouais. Et, OK. Je trouve ça intéressant. Mais je fais plusieurs projets en parallèle, dans le sens où je serais pas capable d'écrire un film en même temps que j'écris un livre. Ah, c'est ça, je voulais savoir. C'est des relais. Donc, tu fais pas ça, mettons, tu fais aujourd'hui 2-3 heures sur le film, plus tard, un petit 2 heures sur un autre truc. Quand c'est un projet, c'est un projet. Ouais. OK. Ouais. Donc, tu baignes dedans, tu restes dedans. Oui, c'est ça. Ben, je trouve ça, c'est la façon idéale. Des fois, évidemment, si un scénario est très avancé, je vais pouvoir, tu sais, les bonnes heures de ma journée, c'est le matin, je vais les donner à quelque chose qui est plus naissant, plus fragile. Mm-hmm. Puis, je peux, quand j'ai un autre projet qui est déjà plus solide, qui est déjà né, en fait, là, je peux le polir en... Quand tout le monde dort. Non, quand tout le monde dort, non, là, Non, mais 4 heures du matin, tout le monde dort oui, dans le la matin. maison. Ouais, non. Mais tout le monde dort dans la maison. Mon cerveau, il est ailleurs. Le soir, je suis plus en mode rêverie qu'en mode création. OK. Ouais. C'est ton... après le chef des enfants, là, après les devoirs et tout le temps là, à un moment donné, oui, faut errer ailleurs. C'est la période de... Je me posais une question concernant, je voudrais qu'on m'efface. Est-ce que c'est le seul projet que tu as écrit et que t'as pas et que d'autres gens ont réalisé? Je me demande pas. Oui, je pense bien. Ouais, c'est en fait je voudrais qu'on m'efface. J'ai tourné un documentaire dans Hochelaga Maisonneuve qui s'appelle Si j'avais un chapeau, en fait, qui était tourné dans plusieurs pays, dont Hochelaga. Puis j'ai tourné Le Ring, qui se passe aussi dans Hochelaga Maisonneuve, qui est mon premier film de fiction. Oui. Fait que quand j'ai écrit Je voudrais qu'on m'efface, pour moi, c'est comme si mes 3 souffles de rencontre avec le territoire hochelaguien puis ses enfants. Puis j'étais allée au bout, tu sais, dans le sens où quand Eric m'a appelé pour faire une série avec Je voudrais qu'on m'efface, moi, j'avais déjà l'impression d'avoir fait ça avec Le Ring. Puis en plus, c'est un réalisateur que j'estime. Oui. Fait que j'y ai quand même pensé parce que c'est un peu laisser aller ses personnages, mais j'avais confiance en lui, puis j'avais déjà exploré, moi, avec la caméra, ce territoire-là, fait que je sentais pas que... Mais t'avais confiance, mais en même temps, tu trouvais pas ça... c'était pas difficile, laisser aller des écrits? Oui. Oui, c'est sûr que c'est... difficile, c'est un gros mot. Non, mais difficile. Un gros mot, mais tu sais, moi, en plus, ils sont inspirés de personnes que je connais, les personnages dont je voudrais qu'on m'efface, fait que c'est plus cette translation-là, tu sais, c'est sûr que moi, je les aurais pas incarnés de la même façon que lui, mais ceci dit, sa connaissance du territoire, tu sais, il voulait lui aller transférer ça à Montréal-Nord. Sa démarche est super belle, fait que tu sais, puis moi j'ai adoré c'est cette ça, série-là. Il a vraiment donné une nouvelle vie, une nouvelle incarnation, puis avec beaucoup de tact puis de sensibilité, fait que je trouve que c'est parfait, en fait. OK, cool. Je me suis toujours demandé, parce que comme la plupart de tes projets, tu les écris pour ensuite les mettre à ta main, les réaliser, les mettre comme ça. Ça devait être un peu... quand même le feeling quand tu avais appuyé sur play pour regarder ça, ça devait être assez... c'est déstabilisant, mais c'est fun, là, être déstabilisé. Ben oui, c'est certain. Dans un bon sens, là, c'était une belle surprise. J'aimerais ça qu'on parle un peu mère au front. En fait, toute la situation un peu féminine, là. On pourrait dire ça ainsi. J'ai reçu il n'y a pas si longtemps Stéphanie Boulay, puis on parlait de tout, tu sais, il y a eu le mouvement MeToo, comment les choses se sont mis à changer, comment même, je sais pas pourquoi, peut-être c'est mon impression, je me dis, tout ce mouvement-là a été bon.
Et je trouvais que tous les gens ont travaillé fort pour l'avenir de mes filles. Je me dis, c'est chouette, ça bouge. Ça demeure pas moins qu'à chaque jour, ou au moins une fois par semaine, toujours un événement on dirait qu'on recule encore un peu. Ça avance un peu, ça recule. Moi, je voulais avoir ton point de vue en ce moment, comment tu trouves ça? Surtout que t'es mère t'as une petite fille, elle a quel âge? 8. Elle a 8. OK, bon, c'est proche de ma plus vieille. Comment tu vois ça en ce moment? Parce que je sais que tu es super active avec Mère au front. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce groupe. Puis vous avez plein de trucs, des réunions des fois sur Zoom. C'est super actif, là. J'ai entendu parler de ça, là, évidemment. Oui. Est-ce que tu demeures positive, des fois découragée, ou est-ce que tu te situes en ce moment, actuellement, 2024, quand on débute? Ben, tu vois, c'est sûr que j'ai co-créé Mère au front avec Laure Varidel. Ça a changé ma vie dans le sens où avant d'être les deux mains dans ce mouvement-là, je t'aurais répondu autrement. Le sentiment d'impuissance était vraiment présent, souvent. Puis j'avais pas l'impression... Frustrant, peut-être? Ou... même pas frustrant, parce qu'au moins frustrant, il y a un peu de colère, mais non, éteignant. OK. Puis c'est pire, je trouve, d'être éteinte que d'être en colère. Parce que je sentais que ni les mots, ni les images, qui sont mes outils, avaient un impact ou un pouvoir par rapport à la situation, à la catastrophe climatique particulièrement. Mais de se mettre en action, Mère au front, ça a été vraiment galvanisant dans le sens où, tu sais, très rapidement, même si la pandémie est arrivée comme 2 mois après la création du mouvement. Ah, c'est vrai, oui. Ça s'est répandu, donc ça répondait à quelque chose de très, très précis, tu sais. Ça répondait à cette espèce de sentiment d'impuissance-là qui est vécu par les parents en général, mais particulièrement par les mères qui ont souvent le rôle de celle qui rassure, celle qui protège, celle qui reste à l'intérieur des murs pour protéger, pour réconforter, en fait. Puis là, je sentais que, OK, je pouvais plus cacher à mes kids que je n'avais aucun pouvoir sur ce qui était en train de se passer, que les décideurs pouvaient pas les protéger, puis que moi, je pouvais obliger personne à le faire à leur place. Mm-hmm. Puis on a donc été plusieurs. C'est comme ça avait redonné un certain pouvoir à des femmes qui se sentaient pas outillées pour prendre ce pouvoir-là, pour dire « Hey, garde, j'ai mis 2 kids au monde. Toi, t'as le pouvoir de changer les choses, toi qui gouvernes en haut, mais tu le fais pas. » Donc, ça me donne, moi, le pouvoir, le fait d'avoir donné la naissance, de revendiquer plus de courage politique, d'appeler les députés, de demander des rencontres, de mettre de la pression au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral. Mm-hmm. Bref, c'est comme si juste le fait d'être une mère, tout à coup, ça te redonnait un pouvoir de citoyenne immense, puis que ça t'appartenait juste à toi, en fait, de le reprendre, en fait, de le reconquérir, ce pouvoir-là. Puis les résultats de, tu sais, ce que Mère au front a donné depuis ses 3 ans d'existence, c'est assez fou, en fait. Il y a vraiment des résultats concrets. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu me demandes... Dans les résultats concrets, mettons, oui. Lesquels que t'es le plus fière ou heureuse de voir? Ben, il y a beaucoup de victoires, puis elles sont pas toutes quantifiables. Je pourrais te sortir des chiffres dans le sens non, mais je disais plus, mettons, des événements qui... Ben, il y a eu des immenses manifestations, il y a eu des die-in devant les bureaux des ministres, il y a eu des rencontres avec les politiques. Des discussions. Des discussions, autant avec le ministre de l'Environnement que le ministre de l'Économie, que le ministre... que Legault lui-même, c'est-à-dire que c'est des rencontres qui habituellement sont refusées aux groupes environnementaux. Là, nous, on est accueillis pour éventuellement ouvrir un dialogue. Est-ce qu'il y a des répercussions concrètes suite à ces rencontres-là? Oui, pas assez à notre goût, mais il y en a quand même. Il y en a quand même, c'est mieux que rien. Ceci dit, je pense que l'autre bord de l'action qui est plus dans la colère, dans la manifestation, dans quelque chose de plus rebelle, me parle aussi peut-être davantage, je te dirais. Donc, il y a ça qui bouillonne aussi, puis il y a surtout des milliers de maires qui sont mis en marche, puis on l'a vu dans les dernières élections municipales, il y a une présence de femmes vraiment plus forte qu'avant, puis c'est pour la plupart des femmes qui sont dans Mère au front. Fait il y a vraiment une espèce de réappropriation de ce pouvoir-là, une reprise de pouvoir de la place politique, en fait, qui est très importante, je pense. Ça me donne quand même de l'espoir. Le fait que quand on demande à ma fille de me dessiner là, dans son cours, c'est beau parce qu'il avait fait des petites cases, là, genre « Qu'est-ce qu'elle fait maman dans le salon? Qu'est-ce qu'elle fait maman dans la cuisine? »
Puis la principale qualité de maman, fait que là, c'est écrit avec sa petite écriture d'enfant. Principale qualité de maman, elle n'est pas sage. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, dans la cuisine? Elle chante avec une cuillère. Qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, OK, là, je dis, si ma fille se fait ce portrait-là, c'est quoi être une mère, donc ne pas être sage, puis dans la cuisine, elle n'est pas en train de faire à manger, mais elle chante avec une cuillère. Oui. Je trouve ça cool. Fait que, c'était quoi son représentation de son papa? C'était-tu l'homme sévère? non, c'est pas l'homme sévère. Mais tu sais, je pense que ça nous appartient aussi de dessiner aujourd'hui c'est quoi devenir une femme pour les petites qui poussent après nous. Puis j'ai l'impression que tout est possible pour elle. Ben moi, écoute, pour avoir deux petites filles et de voir déjà juste j'en ai souvent parlé, mais la quantité maintenant de littérature qui s'adresse à des filles, de la littérature jeunesse, c'est extraordinaire parce que même au tout début, puis même dans les dernières années, là, ça a pas mal explosé. Mais au début, ma plus jeune qui commençait à lire, elle savait pas, tu sais, les histoires ne la concernaient pas. C'est bête à dire, mais même toi, jeune, il y avait des livres qui mettaient des héroïnes en premier plan. Quand t'es jeune, il n'y avait pas... courte échelle, il y en avait quelques-uns à la courte échelle, mais là, maintenant, c'est clair. Tu vas à la bibliothèque, il y en a tonnes. Partout, c'est le camp cinéma, les voix ont vraiment explosé, là. Les voix féminines, ça fait du bien pour tout le monde, pour les gars aussi, là. Oui, mais pour, justement, toi, je t'envie un peu quand même, parce que j'aurais bien aimé voir la comparaison garçon-fille dans la même maison, puis voir cette espèce de dynamique, puis qui est quand même différente un peu, là, par moment, puis tout ça. Moi, tu vois, dernièrement, je parlais avec un ami qui est pédiatre, puis on parlait justement des problèmes qu'on peut avoir chez les jeunes garçons, des fois chez les filles aussi, dans le sens que dans le comportement, ou même différemment, puis il me disait, lui il voit combien de centaines écoute, il voit tellement d'enfants, puis il dit j'ai un peu peur, tu sais, pour l'avenir en ce moment, par rapport à l'écart, justement, des comportements. Il dit, aujourd'hui, les garçons, ils ont moins de focus. Il dit, c'est quelque chose, il dit, je le vois en les rencontrant. Et puis il dit, au contraire, les filles, elles sont encore plus à leur affaire, puis ils performent bien. Il dit, c'est presque à penser qu'un jour, les femmes auront juste plus besoin des hommes, tu sais, pour vivre, carrément. Il dit, moi, je le vois, il dit, ils sont petits, là, mais tu sais, je vois que la prochaine génération, les filles vont être complètement indépendantes de l'homme, tu sais. Ben, il serait temps, hein? Ouais. Elles le sont déjà, quant à moi. Mais chose certaine, je sais pas, j'ai pas une vue plombante comme un pédiatre là, sur l'enfance, là, mais je sais que les jeunes femmes dans la vingtaine aujourd'hui sont tellement inspirantes, là, parce que dégagées de beaucoup de poids qui appartient à ce qu'on a dessiné pour elles avant, là, tu sais, puis j'ai l'impression que vraiment les cloisons sont en train d'exploser. Je trouve ça cool que tu dises 20 ans parce que c'est surtout en ce moment, les choses bougent tellement. Ouais. Ça bouge vite. Puis moi j'enseigne à l'université, c'est justement exactement cette tranche d'âge-là, puis je te confirme ça. C'est ça, hein, dans la définition du genre, même du couple, des relations, c'est beau, là. En tournant la déesse des mouches à feu, on était, la gang était beaucoup, c'est ça, entre 15 et 20 ans. Puis c'est vrai. Ben wow, OK, cette gang-là, ils sont vraiment magnifiquement ailleurs déjà, là, tu sais. Oui. Ils brassent tout ça au niveau du féminisme, au niveau de l'affirmation, tu sais. Plein de doutes aussi en même temps, mais... Ben, comme tout le monde. Quelque chose de bien ancré, je trouve, rafraîchissant. Oui. Puis ça, c'est le fun aussi, que c'est une chance de côtoyer les plus jeunes. Puis moi, je suis chanceux parce que j'enseigne aussi à des adolescents, puis tout ça, puis de voir le changement de pensée. Puis souvent, on a une espèce de... Les médias, je trouve, ont un regard assez sévère là, pour les plus jeunes tout le temps. C'est un peu ça, là, tu sais. Mais il y a des magnifiques jeunes en ce moment, là. Tu sais, qui utilisent, justement, je trouve qu'ils utilisent bien Internet, pas rien que de la mauvaise façon, de la bonne façon pour s'enrichir, pour connaître des choses. Puis, en tout cas, bref. Et oui, avoir des garçons dans la maison, tu sais, comme tu disais, en ce moment, c'est super trippant parce qu'on voit que les jeunes générations de jeunes filles, tu sais, se développent bien, tout ça. Toi, trouves-tu que c'est un défi, justement, avec des jeunes garçons? Est-ce que tu trouves que c'est quoi ces défis-là pour toi? En tant que mère, justement, et justement mère au fond, féministe, ça, quand tu viens le temps d'éduquer tes garçons... Mes garçons sont nés féministes, là. Ils n'ont pas le choix. Ben, c'est là où c'est délicat dans le sens où
je pense qu'on a vraiment beaucoup mis de l'avant la puissance des femmes chez nous. Dans ta maison, tu Dans parles. ma maison, Mhm. dans ma maison. Autant dans les lectures que dans les films, que dans les postures qu'on peut avoir, mon chum puis moi, quand on parle de la place des femmes puis du féminin. Je pense qu'il faut être tendre avec le masculin aussi. Moi, je veux être délicate puis très tendre avec tout ce qui est très, 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 très beau dans le fait d'être un homme aussi. Je veux qu'il pousse en n'ayant pas honte, en étant fier, en étant tendre, en ayant un regard... Mais le mot tendre, je l'aime. C'est bon, oui, ça. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est délicat parce que il y a beaucoup de colère accumulée pour prendre notre place comme femme. Puis on a beaucoup mis ça à l'avant. Puis je veux que ma fille soit glorieuse puis souveraine comme jeune femme qui pousse dans un monde qui est encore à fabriquer pour les femmes. C'est pas gagné. Non. Puis en même temps, c'est pas en étant contre ou en colère contre les gars que ça va se gagner ce territoire-là. Je pense que c'est pas ça qu'on transmet de toute façon parce qu'on est ultra complices. Puis mais j'ai l'impression que je pense qu'il va rester à réinventer une place pour c'est quoi être un homme dans cette nouvelle définition du féminin aussi, tu sais. Puis que ça va se faire ensemble, ça, tu sais. La Femme qui fut se termine comme ça. Je suis libre ensemble, moi. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui doit être réfléchi par les hommes et par les femmes d'aujourd'hui. C'est quoi être libre ensemble? Comment on fabrique ensemble cette nouvelle définition du féminin et donc du masculin, tu sais? Oui, parce que ça s'interagit, là. Ça va ensemble. Oui, ça, c'est une bonne question. C'est dans le dialogue, c'est dans les... Parce que moi, du moins, je pense que peut-être, évidemment, c'est toujours j'ai un regard comme ça, mais tu sais, je trouve que les choses vont mieux, les discussions sont mieux sur ça. Mm-hmm. Mais c'est toujours quand j'ouvre les médias que je me rends compte, il y a comme des faits qui arrivent ici et là, puis à chaque fois, tu sais, comment il s'appelle, là, on en parle un peu moins, mais il y avait un moment où est-ce que tout le monde écrivait des articles sur lui, Andrew Tate, par exemple, tu sais, où là, tu disais, OK, il y a encore ces pensées-là, et qui sont très populaires, parce qu'il est populaire, on peut pas dénier, tu sais, je veux dire, il est présent sur les réseaux, il est célébré, il y avait un article, je sais pas si tu avais lu la série d'articles dans la presse là-dessus, ou est-ce que c'est comme une mère qui dit, je sais pas, c'est où je me suis trompé, elle dit, j'ai élevé mon garçon de la bonne façon, tout ça, puis finalement, un jour, il a découvert Andrew Tate avec ces espèces de valeurs super traditionnelles, puis même limite un peu agressives. Mm-hmm. Et le petit garçon s'est mis à triper là-dessus, tu sais, puis la mère est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle dit, on a tout essayé. Il débarque pas, tu sais, il reste là. C'est super tough, ça. C'est difficile de changer des idées une fois que c'est... Ou ça va peut-être sûrement évoluer avec le temps. 15 ans, c'est un âge. C'est un âge, tu sais, qu'est-ce que je pensais à 15 ans puis qu'est-ce que je pense maintenant. Je suis content de voir que ça a évolué. Mais je sais pas, dans les prochains... Mais tu demeures positive dans tout ça. Moi, je pense que je suis fabriquée comme ça, moi. Ouais. Ah oui? Une bête de positivité. Ben, dans le sens où je pense que... Je trouve que c'est plus paresseux d'être pessimiste. Ça me prend du courage d'être optimiste. Puis je pense que moi, j'en fais c'est un peu mon cheval de bataille. Puis je suis très informée. Oui. D'habitude, j'ai l'impression que ça va avec le fait de rendre les armes ou d'être pessimiste ou de dire à quoi bon, parce que, mon Dieu, c'est vrai qu'on a l'air d'une espèce qui apprend très peu de ses propres erreurs. Là. Mm-hmm. Mais je trouve que avec la chance que j'ai d'être née où je suis, avec les facultés que j'ai, je me fais un devoir de rester optimiste, puis de travailler dans ce sens-là, puis de construire... quelque chose qui est en accord avec mon optimisme. Je pense que ça fait partie du devoir de chance que j'ai, là, tu sais. De chance, oui, parce que clairement, je pense que tes parents ont réussi à communiquer ça avec toi. Puis t'as un frère aussi. Oui. Un ou deux frères? Un frère ouais. Que j'ai eu la chance de côtoyer. C'est vrai? Oui. Il prenait soin de ma plus jeune, ma Clarence, à la garderie. Ah, ouais. Non, il est extraordinaire, puis, mon frère. Ma fille, qui est maintenant en première année, se souvient de lui
tellement. Ça avait été, écoute, il y avait une activité, moi, mais tous les parents, on capotait sur lui. Cool, on capotait sur lui parce qu'il y avait des idées qui avaient aucun sens. Nous, c'était sur le plateau Montréal, la garderie où est-ce qu'il était. Je me souviens encore de ça. Ma fille était revenue. Elle dit, hey, aujourd'hui, avec Manu, on a fait du troc. Je fais, OK. Je dis quoi? Elle dit, il a dit, OK, tout le monde met les manteaux. Il a pris un objet dans la garderie, un jouet. Puis il dit, on va voir où est-ce que ça va nous mener, ce jouet-là, aujourd'hui. Puis là, ils sont partis, ils ont commencé à marcher. Ils sont allés sur Saint-Denis, ils rentrent dans un magasin, ils disent, bonjour, il dit, j'ai un objet, j'aimerais faire du troc avec vous. Puis là, t'as tous les enfants qui rentrent dans un magasin de lampes. Puis le monsieur, il dit, je vous donne une ampoule. Il fait, bon, une ampoule, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, ils sont allés dans un café. J'ai une ampoule pour vous donner. Puis ils se sont promenés dans la ville. Écoute, elle est revenue, là, puis là, elle connaissait toutes les petites boutiques, tout ça, puis elle dit, l'idée d'échange, tout ça, écoute, elle m'en parle encore, elle dit la foi du troc. Les chanceux qui ont mon frère comme éducateur, là. Ah non, il y avait pas de bon sens. Moi, ça, puis là, c'est presque méchant, mais tu sais, de tous ceux que j'ai pu rencontrer, c'était incroyable. L'imagination qu'il y avait, c'était fou. De médailles d'or. Tu vois, tous ces gens à qui on devrait donner des trophées puis des médailles, là, tu sais, dont on parle trop peu. Ouais. Les profs, les éducateurs, mais mon frère, il en fait partie, tu sais, de ces... Ça devrait être célébré, ces métiers-là. T'imagines, il y a 3 enfants, lui, à la maison, là. Puis il était éducateur. Je le sais, parce que quand il nous a quitté la garderie, justement, parce qu'il allait avoir, je pense, le 3e enfant. Puis, écoute, c'était la grande tristesse, tout le monde était comme... En tout cas, mais c'est impressionnant, là, l'énergie qu'il y avait tout le temps. 3 enfants à la maison, surentouré d'enfants toute la journée. Il connaît le nom de tout le monde, écoute, il nous donnait des updates hallucinants sur en tout cas, j'ai appris plein d'affaires sur la fille que je savais pas, qu'elle était un petit peu, faisait des mauvais coups, tout ça. Lui, il voyait tout ça, puis il me faisait dire il nous écrivait des détails. Là. Moi, j'en reviens pas encore de lui. Ouais, donc... je vais lui dire. Ouais, c'est drôle, hein, quand même. Ouais. Il y a des... Ouais, les éducateurs, c'est des sacrés métiers. Sacrés métiers. Si toi... Tu sais, l'art est venu à toi, pas probablement, à cause de tes parents, les deux qui sont des artistes, mine de rien, ça se dégage sur les enfants un peu, j'ose penser. Toi, le sens-tu que c'est en train de passer le flambeau avec tes jeunes ou non? C'est présent dans la maison, dans le sens où c'est comme... Mais est-ce qu'ils ont déjà un goût à aller vers ça? Ils sont petits, mais mon deuxième, Ulysse, il est au Petit Chanteur du Mont-Royal, donc il est déjà chante dedans. Et il pianote, il est très dedans. bien d'ailleurs. Non, mais les chanteurs, faudrait le mentionner haut et fort, c'est extraordinaire comme formation, cet endroit-là. C'est très, très rigoureux, très, très demandant. Ouais, puis c'est... Et pour les parents aussi, c'est demandant. Ouais, vraiment. Mais c'est fabuleux parce que c'est des éponges, les enfants. Puis, je veux dire, il apprend. Je suis vraiment impressionnée par la quantité de matière qui est capable d'apprendre autant au niveau de solfège que de la percussion corporelle. Ah non, c'est une formation. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait jeunes, qui sont aujourd'hui des professionnels. En fait, c'est étrangement, la plupart que je connais, ils font ça maintenant dans la vie. Des chefs d'orchestre, des pianistes, tout ça. Mais puis ils en parlent encore aujourd'hui comme c'était la meilleure place à être pour un enfant. T'sais. Mais parce les gens connaissent peu la rigueur, mais c'est vraiment une maîtrise, tu sais. Émile, mon chum, il l'a fait, les petits chanteurs du Mont-Royal, puis il dit, il y a plein d'expériences que je mets pas dans mon CV, là, mais les petits chanteurs, je le mets parce que c'est vraiment une formation, là. C'est une de ces strates professionnelles, là, tu sais. Mais c'est difficile à comprendre parce qu'on apprend très, très, très jeune à nos enfants d'avoir leur voix, leur identité, tout ça. Mais là, en même temps, t'apprends à aller dans un groupe et à devenir un seul son. Mm-hmm. C'est quelque chose, ça. Ouais, c'est intéressant, mais c'est un esprit de communauté aussi qui se développe. Tu dis, moi, tout seul, voici mon identité sonore, mais là, en groupe... Il faut que je me fonde, il faut qu'on soit tous une équipe. Une seule identité, un seul son. Souvent, à travers des chants, évidemment, c'est la chorale, mais tu sais, ils ont comme un beau répertoire, mais il y a en plus des chants sacrés, de différents styles. C'est vraiment, à chaque fois que je les entends, j'en reviens pas comment ils réussissent à garder un standard ultra élevé
de tout ça. C'est vraiment, ben ça, c'est une bonne chance que... Oui, mais puis tu vois, alors là, il y a toute la question pourquoi les filles peuvent pas aller au Petit Chanteur du Mont-Royal, parce que ma fille, elle adorerait chanter au Petit Chanteur, elle adore. OK. Donc, mais... J'avais entendu dire qu'il y avait des filles, moi, qui commençaient. Non, il n'y a pas de filles encore. Non, OK. Puis c'est pas parce qu'ils veulent pas de filles, mais c'est vraiment parce que c'est pour un accord des voix, à un certain moment, il y a une partie des Quand chanteurs ça se met muet, ouais. Fait qu'il y a vraiment une espèce d'équilibre vocal qui est conservé là, puis souvent les gars quittent. Donc pour préserver des voix masculines aussi, ils gardent un ensemble de chœurs masculins. Ouais. Donc là, on cherche l'équivalent pour ma fille. Mais ça n'existe pas? Il n'y a pas un chœur de... Il y a plein de chœurs, oui. Puis souvent, c'est ça. Dans les chorales, habituellement, c'est presque que des filles. Tu sais, c'est rare de trouver des garçons. Mais dans les croque-musique, qui est vrai, c'est vraiment je sais même pas super. C'est quoi. C'est un ensemble. Ils font croque-jazz, croque-musique, ils font de la musique du monde, des chants de partout. OK. Puis elle adore ça. Donc, pour l'instant, c'est ça. Mais donc, oui, elle aussi, elle... un goût aux arts. Ouais. Si on en avait à effacer tout ça, là, on oublie les arts un instant. Toi, est-ce que quelque chose que tu serais intéressé de faire, un autre métier, te sortir de tout ça? C'est sûr que toi, j'ai vraiment de la misère à te définir, pour vrai, parce que, tu sais, j'ai lu ta bio, là, tu sais, toi, ton chapeau, c'est lequel? C'est écrire, avant tout. C'est drôle, mais moi, jusqu'à tout récemment, je disais que mon métier principal, c'est cinéaste. Donc, quand, mettons, on se connaît pas, on se rencontre, je fais, c'est quoi ton nom? Tu me fais, maintenant, je suis cinéaste et autrice. C'est nouveau que j'assume complètement le côté autrice. C'est nouveau? Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai fait mes études en cinéma et en études internationales. Donc, le fait que je fasse du cinéma ancré dans le monde, dans le social ou dans le politique, c'est vraiment ma trajectoire m'amenait vers faire du cinéma, on peut dire engagé, même si j'aime pas tant que ça, ce terme-là. Qu'est-ce qui te dérange dans ce terme-là? Parce que je fais pas du cinéma engagé. Là. Je trouve pas que c'est... je pense que, tu sais, être... Je sais pas, engagé à une idée, ou je sais pas, ce mot-là, on peut le stretcher là, pas mal aussi, là. Ben oui, en fait, je trouve que c'est un mot un peu galvaudé, qui sonne creux, qui veut plus dire grand-chose. C'est un mot comme Paul Piché, mettons. J'adore Paul Piché. Je veux dire, à partir du moment où tu mets l'étiquette engagée, on dirait que ça devient lisse puis un peu plat. Non, je comprends. Tu comprends, j'aurais envie que ce soit plus incarné que ça. Tu dirais d'abord du cinéma politique? Du cinéma qui participe d'une certaine façon au monde, qui bouleverse, qui dérange, qui fait avancer des idées, j'espère. En tout cas, c'est ça qui provoque, tu sais, qui fait bouger les petits strates qui parfois peuvent être figés en nous, qui crée un déséquilibre, qui fait réfléchir, qui émeut, mais engagé, je trouve c'est un gros sac. On sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire, là. Ouais, je peux voir. Puis là, évidemment, donc, t'as commencé maintenant à dire, dans des événements que tu connais, parce qu'il faut toujours se définir rapidement devant les gens, là. C'est une drôle de manière qu'on a, mais c'est ça qu'on fait, c'est bonjour, quel est ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, tu te dis maintenant cinéaste. Cinéaste, autrice, parce que maintenant, je vis aussi des mots, puis j'adore cette possibilité-là parce que j'ai besoin d'écrire, fait que tant mieux si les gens ont envie de me lire, je me trouve vraiment chanceuse que ça se puisse. J'aurais écrit de toute façon parce que j'en ai besoin, mais le fait que je sois lue, ça me touche. Puis ça fait que ça me donne un deuxième métier aussi. OK. Puis je dis mère au front aussi. Puis là, les documentaires scéniques que je fais avec Émile ont pris une belle place aussi. C'est comme une forme hybride. Là, ça revient, là. Ah oui, c'est ça. Donc, on reprend le dernier documentaire scénique qui s'appelle Pas perdu. Cet hiver à la Place des Arts pour la dernière fois, donc c'est au Théâtre Maisonneuve, produit par du CEP. Puis on le refait au Grand Théâtre de Québec aussi en juin. Ça, c'est cool. Pour la dernière fois. Ouais, ça c'est immense, mettons, cette expérience-là, le succès que ça a, l'espèce d'engouement du public. Et de la critique en même temps, je pense que ça vient toucher vraiment des cordes très, très, très sensibles. Les gens sont vraiment bouleversés par ce spectacle. Mais les gens, et le théâtre documentaire, en ce moment, connaît... c'est le bel âge, là, je dirais, en ce moment. Les gens aiment ça sentir... Oui, puis je pense que cette forme-là est vraiment singulière, dans le sens où nous, habituellement, dans le théâtre documentaire, c'est des acteurs qui reprennent des propos documentaires, un peu comme J'aime Hydro. Nous, c'est pas ça.
c'est vraiment la rencontre entre la matière documentaire. Donc, moi, je passe à peu près 1 an à aller rencontrer des personnages du vrai monde que j'interviewe juste avec une preneuse de son, donc sans caméra. Le matériel est donc audio, vraiment comme un court-métrage juste à l'audio. Est-ce qu'un monteur sonore va venir créer des effets puis habiller l'entrevue? Puis Émile magnifie ça sur scène. Donc, sur scène, la vraie personne est là. La personne que j'ai rencontrée à l'autre bout du Québec se déplace, vient sur scène. Évidemment, c'est pas des acteurs, donc on leur demande pas d'interpréter quelque chose de neuf. Ils vont pas se jouer. Toute la proximité est au son. C'est projeté dans la salle. On a vraiment l'impression de rencontrer la personne par le son, par cette espèce d'intimité-là de la première rencontre. Mais sur scène, la personne, donc avec son vrai corps, ses vrais gestes, fait ce qu'il est habitué de faire. Donc, par exemple, Réal sort de son garage en Gaspésie puis va venir tisser une raquette en babiche. Puis, Non, mais écoute, j'ai mes billets pour ça. J'ai hâte de le voir. Moi, j'ai entendu, évidemment, comme tout le monde, toutes les belles critiques, tout ça. Je t'en dirai donc pas trop, mais... Non, mais c'est correct. En fait, c'est correct que t'en parles. Il y en a qui vont l'entendre puis vont vouloir... Ben, c'est ça. C'est la dernière fois qu'on le fait. Puis, ben ouais. C'est ça. Dernière fois ou prolonger peut-être l'idée dans un autre projet de ce genre? Non, même c'est pas? le dernier documentaire scénique qu'on fait aussi. OK. C'est notre 4e, puis c'est beaucoup de travail. Mm-hmm. C'est tellement inusité comme forme que tu sais, c'est comme du cinéma au son que tu amènes au théâtre. Fait que même les coéquipiers, les gens de théâtre avec lesquels Émile travaille, c'est une forme à apprivoiser. Fait que ça prend des centaines d'heures, plus que d'habitude, en fait, pour que ça soit rendu possible. Ça fait qu'on est très, très fiers du résultat, mais tu sais, ça fait que c'est trop de montagnes à gravir, là. T'as-tu une forme d'art que justement, là, tu sais, t'as fait le théâtre documentaire, super. Est-ce qu'il y a une autre forme d'art ou un style que t'as pas touché, que tu voudrais essayer, que ça reste en tête en ce moment? Ben, je travaille sur un projet de film d'animation, ce que j'ai jamais fait encore. OK. Ouais, un documentaire d'animation qui est vraiment à ses premiers pas. On est en train d'explorer... Là, tu vas pas me dire que tu dessines puis tu fais de l'animation. Non, je dessine pas, mais ça va être incarné de façon animée, en fait, sur la désobéissance civile. Donc, c'est un projet de longue haleine, mais... c'est ça. T'es dans l'écriture, là, t'es dans la scénarisation. On est dans la scénarisation puis dans l'exploration de l'animation, du style animé qu'on va prendre. Wow. T'as-tu le droit de dire avec qui tu travailles, le visuel? Je suis comme curieux. Ben, on sait pas encore. Je co-réalise avec Arnaud Bouquet, avec qui j'ai déjà travaillé en documentaire. C'est l'ONF qui est associé au projet, mais on sait pas encore avec quel artiste on va travailler. On va travailler en rotoscopie, donc l'idée, c'est que j'ai rencontré, moi, les grands piliers de l'histoire de la désobéissance civile. Donc, cool. Hannah Arendt, Thoreau, Martin Luther King, que je vais pouvoir rencontrer pour vrai, qui vont être joués par des acteurs, mais après, on va travailler en animation pour qu'ils soient... Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais, ça va être vraiment le fun à faire, c'est comme un fantasme. Ouais, puis visuellement, ça peut être assez pété, en fait. Ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. Toi, chanter? Chanter? Ouais. Dans ma douche ou dans la cuisine avec ma cuillère. Parce que non, mais tu parlais de ta cuillère tantôt, je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresserait. Ah non. La musique, non? Ben oui, la musique, ça m'intéresse. Oui, mais entouré de musique puis d'en faire, toi. Ah, ben je joue de l'accordéon pour le fun, pour le plaisir, mais pas... ça va s'arrêter là. Cool. Ouais. Hey, écoute, si tu veux bien, moi j'irai avec la prescription. Est-ce que tu as amené ta petite feuille de prescription? Ah non, j'ai pas amené de prescription. OK. Non, mais je vais en faire. Moi, je suis capable de faire ça. Ah, t'es capable de faire ça même. Tu sais, en fait, ce que je demande, c'est toujours 3 ou 4 trucs que tu souhaiterais que tout le monde voit, lit, goûte ou quelque chose de culturel. Tu sais. Ça peut aller d'un livre à un film, à un restaurant, à une app. C'est vraiment... En fait, c'est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Bon, c'est parfait, je suis prête. Ah, OK. Je t'écoute. Donc, prescription littéraire. Marie-Hélène Voyer, la poétesse qui a grandi sur une ferme. J'adore de rappeler ça parce que je trouve que sa poésie sans la ferme, j'adore ça. Elle a grandi sur le bord du fleuve. Elle a écrit Mourons des champs. Donc, ce serait ma recommandation parce que
les gens, des fois, ont peur de la poésie comme s'ils n'allaient pas comprendre, mais cette poétesse-là, elle est foudroyante, bouleversante. Son écriture est magistrale. Je pense que tout le monde devrait la lire puis la connaître. Tout ce qu'elle écrit est formidable, mais Mouron Deschamps, vraiment, là, elle a gagné le prix des libraires cette année en poésie pour ce livre-là, puis c'est vraiment, vraiment phénoménal. Je l'adore. Cool. D'ailleurs, je la remercie dans ce livre-là. Non, c'est-tu dans Nos fleurs? Non, je la remercie dans Femme fleuve. Femme fleuve, parce que c'est elle-même une femme fleuve. Mais aussi, j'aimerais ça recommander le livre Forêt, qui est c'est pas de la littérature, en fait, c'est un guide qui permet d'identifier ce qui pousse autour de nous, puis comment ça peut atterrir dans nos assiettes. C'est grâce à ce livre-là que j'arrive à ma prescription culinaire. Tu parles de Forêt, de Gérald de Gall, oui, exactement. Okay. C'est des guides de cueillette de tout ce qui pousse autour, puis on peut apprendre à le cuisiner. Wow. Nous, on a développé un rituel avec mes enfants, qui est la cueillette de mélilo. J'en parle un petit peu dans Nos fleurs. Fait qu'on a identifié le mélilo, qui est une petite fleur très délicate, là, une fleur avec des petites... C'est comme une longue tige avec des petites fleurs blanches. Puis ça sent très, très bon. Puis ça pousse partout. Ça pousse en ville, ça pousse dans les craques de trottoir, ça pousse en campagne. Oui, on en voit partout. Aussi, partout. Ça sent super bon. C'est notre vanille boréale, en fait. Mm-hmm. On la cueille, on la fait sécher. Puis on la fait tremper dans de l'alcool très, très fort, à 60 à 90% pendant à peu près 3 mois. Puis après, on garde juste l'essence, sans les fleurs. Ça sent super bon, puis ça devient de la vanille, en fait. Tu peux l'utiliser comme tu utilises de la vanille dans les gâteaux, dans tout ce que tu veux. Comme la vanille, mais c'est pas... c'est notre vanille boréale, en fait. Plutôt que d'importer de la vanille qui coûte super cher d'ailleurs, on utilise l'essence de mélilo, en fait. Nous, on la fabrique, mais ça s'achète, là. Ça s'achète au marché. Mais tu peux la fabriquer, c'est super facile. Donc ça, ce serait ma recommandation culinaire parce que c'est le fun à faire, puis ça goûte super bon. Puis, c'est très cool, c'est une recette, une petite recette. C'est bon. Pour les gâteaux. Pour les gâteaux, pour les gâteaux, pour tout, en fait. Donc, littéraire, culinaire, après, qu'est-ce que tu m'as dit? Bon, tu sais, ça peut être cinéma, ça peut être... là, j'avais dit tantôt resto. C'est un endroit que t'aimes bien, que tu voudrais encourager. Mais... Théâtre. Ça peut être ça aussi. Ben, théâtre, c'est ça. J'ai parlé de Pas perdu, mais si je vais reparler de ça, je suis pas du tout gênée de parler de mon propre spectacle, parce qu'après, c'est sa mort, puis j'ai de la misère avec ce qui meurt, fait que... Ah ouais, les fins de projet comme ça, tu trouves ça triste? Oui, je trouve que ça aurait pu être brou, ce spectacle-là, tu sais. Écoute, on n'a jamais vu ça, il y avait des line-up pour venir voir Pas perdu, on refusait du monde, t'imagines? Donc pourquoi on ferait mourir quelque chose qui pourrait vivre tout le temps? Ouais. C'est qu'à un moment donné, les salles s'épuisent. Là, tu sais, on a joué au Théâtre d'aujourd'hui, au TNM, au Diamant à Québec. Là, on va être au Théâtre Maisonneuve. On parle d'un succès, là. Parce que, tu sais, justement, on disait que dernièrement, les théâtres en arrachent pour remplir les salles. Vous, c'était un beau succès. Là, donc, quand ça fonctionne, c'est que ça va toucher à une corde très, très spécifique. Donc, ça... Mais j'aime bien Brou. T'as-tu déjà vu Brou? Non. Moi non plus. Là, je serais allée si j'avais continué. Il fallait que ça meure. Pourquoi il fallait que ça meure? Donc, Pas perdu, ben c'est ça, c'est son dernier sursaut avant une fin imminente. Fait que cinéma, toi, c'est quoi est-ce que t'as des films de chevet? Ben tu vois, en ce moment, il y a une rétrospective de Mac Malbaf, qui est un cinéaste iranien à la Cinémathèque. Donc, lui, Mohsen Makhmalbaf, a fait des films extraordinaires. Puis sa fille, Samira Makhmalbaf, en a fait aussi. Fait que la rétrospective, c'est jusqu'à mi-janvier, je pense. Puis c'est vraiment 2 grands cinéastes iraniens. Donc, ça mélange les deux cinéastes. Mélange les deux. Puis ce qui est très beau, c'est qu'en Iran, en fait, il y a encore beaucoup de censure. Puis ils ont une façon très, très habile de détourner la censure en faisant un cinéma hyper sensuel, très coloré, qui met en scène souvent des enfants. Fait que moi, c'est mes premiers amours cinématographiques, c'est le cinéma iranien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ce cinéaste-là fait. Puis en ce moment, c'est très rare, mais ils ressortent les copies films, puis ils les présentent en super ils présentent en ce moment à la Cinémathèque. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. OK, cool. Puis évidemment, sous-titré sûrement pour les gens qui veulent
se lancer dans cet univers-là. Tu parles-tu un peu avec tous les voyages que tu as fait? Je parle arabe, mais ça, c'est en perse, là. Je parle pas. Ouais, mais tu parles. Je parlais très bien arabe. Je l'avais appris longtemps, parce que c'est une langue quand même difficile. Puis j'ai habité en Palestine, donc j'ai étudié là-bas. Je suis restée assez longtemps pour quand même bien parler, même pour bien écrire. Mais c'est une langue que quand tu la pratiques pas, tu l'échappes. Vraiment? L'espagnol, je le parle bien, je l'ai gardé, mais l'arabe, il s'est tout effrité. Non, c'est ça. J'ai un ami qui est là-dedans, justement, en ce moment, puis il dit, écoute, c'est tellement complexe. Ouais, il faut cohabiter, tu sais, c'est ça, j'avais travaillé dans les camps de réfugiés palestiniens, puis je voulais arriver à diriger les acteurs palestiniens de mon film sur Inch'Allah. Mm-hmm. Puis j'arrivais, tu sais, à peu près, mais là, c'est ça, j'en ai pas mal perdu, mais je m'y remets tranquillement, là. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Écoute, merci énormément. C'était un plaisir de discuter avec toi. Ben, merci. Puis, au plaisir, on va aller te voir au théâtre et on va continuer à suivre tes mille projets. As-tu un autre tu disais que tu travaillais sur l'idée du film d'animation, donc tu fais juste ce projet-là. Non, non, parce que c'est vraiment... C'est longue haleine. T'es-tu en écriture d'un livre ou un truc comme ça en ce moment? Ben, on vient de déposer un film sur Pauline Julien, donc on attend de voir quand est-ce qu'on va le faire, mais ça, j'ai très hâte de le faire, une fiction. Puis je commence à réfléchir à un nouveau livre. Là. Cool. Ouais. All right. Bon ben, à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.